bonsoir les filles, bienvenue dans ce Facebook Live de Sandy. Je viens à peine d'arriver à la maison et comme de toute façon, demain j'ai encore une longue journée. J'ai donc décidé de m'entretenir avec vous concernant le sujet brûlant de l'actualité qui est la disparition ou non, le vol ou non du bébé de Dame Aurélie Esther Bell. Donc, nous allons aborder les contours et les pourtours de cette question parce que vraiment, les choses de notre continent commencent déjà à friser le ridicule. Alors, la raison pour laquelle j'ai joué cette chanson, c'était justement parce que dans une technique de satire, cet artiste dit que la vérité au Cameroun, c'est que 32 gigas égale 500 gigas. Et Néo ne coupe jamais la lumière. Donc, tout ce qui est mensonge au Cameroun est vérité. Donc, il faut dire ce qui est faux, qui est présenté comme étant vrai par le gouvernement. Et si vous ne faites pas comme le gouvernement veut, il vous tue, il vous massacre comme on a massacré Martinez Zogo, il vous coupe la langue ou alors il vous torture. Donc, au Cameroun, le mensonge est instauré comme la vérité. Donc, voilà donc une histoire qui atterrit dans nos petits écrans le 3 avril 2023. Nous nous réveillons face à une actualité selon laquelle une femme serait allée à l'hôpital La Quintini pour donner naissance à son enfant. Et c'est la dame elle-même qui se présente dans les réseaux en réclamant son enfant. Elle affirme qu'elle était à 8 mois de grossesse. Elle est partie à cet hôpital pour justement accoucher et qu'elle s'est endormie pendant l'accouchement. Et quand elle se réveille, son bébé a disparu. Donc, elle apparaît évidemment complètement abasourdie et dépassée par la situation. Alors, j'aimerais comme ça vous montrer le reportage qu'Equinox Télévision a fait lorsqu'il est allé rendre visite à Dame Aurélie Esther Bell. Je crois que je l'ai, je dois l'avoir quelque part, ce reportage. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Alors, où est-ce qu'il est? Un instant, je l'ai quelque part. Alors, il est là. Suivons ensemble ce reportage et vous allez me donner votre ressenti par rapport... N'arrête de... Alors, où est-ce que je suis là? Je suis là? Je pense que si je fais ça, ça va me faire une rotation. Et puis je mets le son. Esther Aurélie Bell n'arrête de pleurer de n'avoir pu tenir son nourrisson entre ses bras. Je suis même dépassée, je ne sais même que je... Cette histoire me rend depuis un certain moment, je ne dors pas. Alors, dans cette formation sanitaire le 31 mars dernier encore. Pendant que je vais jouer tous les éléments que j'aurai dans ce live, je vous prie de prêter attention à une chose. Une chose, je vous en prie. Prêtons attention à une chose. Je ne vous demande pas beaucoup, hein. Nous sommes des adultes pour la majorité d'entre nous. Nous sommes des parents pour la majorité d'entre nous. Et nous savons ce que c'est qu'une mère éplorée, une mère qui vient de perdre son enfant. Donc, je vais vous prier, pendant que je vais jouer les éléments, de prêter attention au langage corporel, à l'expression du visage de Dame Aurélie Esther Bell. Une seule chose, hein, prêtez attention au langage corporel, à l'expression de son visage
et de ses émotions, si jamais vous en trouvez, dans les reportages que je vais vous montrer. Alors, on y va. Sortie de l'hôpital La Quintini où elle a perdu son bébé dans des circonstances troubles. Esther Aurélie Bell n'arrête de pleurer de n'avoir pu tenir son nourrisson entre ses bras. Je suis même dépassée, je ne sais même où je suis. Cette histoire me rend depuis un certain moment, je ne dors pas. Rendue dans cette formation sanitaire le 31 mars dernier en compagnie de son fiancé, sa belle-sœur et sa mère. Esther Aurélie Bell, tombée dans un coma, se réveillera toute déçue de la disparition du bébé qu'elle a porté 8 mois dans son sein et enfanté, comme l'atteste le rapport de l'infirmière dans son carnet médical. Je n'ai pas vu l'enfant. Le problème est qu'elle ne m'a pas montré l'enfant. Je ne sais pas si l'enfant était vivant ou si l'enfant était mort. Ou j'avais fait quel sexe, je ne sais pas. Elle est venue, elle m'a nettoyé. Je reste tranquille. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle ne me répond pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne me répond pas. Alors, notez aussi que dans ce reportage, vous avez des échographies. Notez bien cela, hein? L'importance de ces détails, on va développer. Notez bien que dans le reportage d'Equinox, au domicile de la dame, nous voyons des échographies. Allons-y. On m'a rien dit. J'ai commencé de pleurer. Sans aucune trace. Elle s'interroge où sont passés le placenta et le fruit de ses entrailles. Je dis à maman, maman, oui. On me dit que l'enfant est mort. L'enfant est déchiqueté. Où est le fœtus? Où est le placenta? C'est là où maman me dit, mince. Elle remonte vers la salle d'accouchement. C'est là où on lui dit, mais madame, vous demandez quoi? Le truc est resté ici pendant longtemps. On a posé la question de savoir à qui appartenait le truc. Personne n'a répondu. On a jeté. Elle dit carrément que c'est la stagiaire qui a pris l'enfant à les jeter dans le vidoir. C'est pas possible. Elle a jeté l'enfant dans le vidoir. Qui est le stagiaire qui a jeté l'enfant dans le vidoir? Elle ne parle pas. Perdue dans les spéculations douloureuses d'une mère qui a porté un fœtus sans voir à quoi il ressemble à la naissance. Esther Aurélie Bell n'est pas convaincue des explications des infirmières et de la mise au point du professeur Noël Essomba, le directeur de l'hôpital à Quintini. La jeune dame concernée, arrivée pour menace d'avortement tardif inévitable, a expulsé un fœtus non viable. Il parle de quel avortement? J'ai appris ça aujourd'hui, mais j'étais terrible. Menace d'avortement tardif. Est-ce que vous entendez ça? Le directeur de l'hôpital, dans son premier communiqué, parle d'une menace d'avortement tardif. Allons-y. Ils veulent camoufler l'histoire comme ça, là, tout en bas. Parce qu'après, ils sont venus me demander pardon. L'autre, la sage-femme a failli, elle est venue, elle me dit qu'elle veut m'injecter. C'est ma vie qui était en jeu hier. Voilà pourquoi je suis sortie de l'hôpital. Disant que c'est le directeur qui a demandé qu'on vienne me prendre l'injection, on vienne m'injecter. Pourtant, alors, Madame Esther Bell, dans ce reportage, dit que elle s'est réveillée, il n'y avait pas le fœtus, il n'y avait pas l'enfant. Donc, le fœtus était déjà expulsé. Et que après cela, après que le fœtus soit expulsé, on a voulu l'injecter. Et elle dit que c'est le directeur de l'hôpital qui aurait ordonné qu'on l'injecte. Elle le dit, hein. Elle parle de se réveiller et il n'y a plus l'enfant et d'une injection. Donc, l'injection vient après que l'enfant soit parti. Allons-y. Continuons. Ces gens nous prennent pour des cons. Le directeur n'était pas au courant de ça. Voilà pourquoi je sors de l'hôpital. Alors que ce vide restera à jamais gravé dans sa mémoire, Esther Aurélie Bell demande que justice lui soit rendue. Voilà. Donc ça, c'est le reportage d'Equinox au domicile de la dame. La dame, par ailleurs, dit même que c'est à cause de cette injection qu'elle a préféré rentrer chez elle. D'accord? Parce que sa vie était en danger, d'après elle, dans ce reportage. Elle a préféré rentrer à la maison. Voici une femme qui vient d'expulser un fœtus
Je ne parle pas encore du stage, du niveau de grossesse auquel elle était, hein, quel que soit le niveau de grossesse. Voici une femme qui vient donc d'expulser un fœtus, qui quitte l'hôpital parce qu'elle estime que, après que son fœtus ait été expulsé, on a voulu l'injecter. Et alors, pour être en sécurité, elle est sortie de l'hôpital, elle est rentrée à la maison. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les dirigeants du Cameroun pensent que nous sommes encore à l'ère de Mathusalem, où il n'y avait pas d'information, où il n'y avait pas de Camerounais assez avertis, où les gens ne savaient pas ce qu'ils disaient ou ce qu'ils faisaient. Ils pensent que nous allons boire leurs paroles comme paroles d'évangile. Nous sommes au 21e siècle, à l'ère digitale. Les Camerounais, même s'ils ne sont pas instruits, sont assez avertis. Vous avez des millions de Camerounais qui ont quand même un certain niveau scolaire. Vous avez des dizaines de milliers de Camerounais qui exercent dans la profession des métiers de la santé. Au Cameroun comme à l'étranger. À un moment donné, il faut arrêter de prendre des Camerounais pour des gourdes. À un moment donné, il faut arrêter. Maintenant, ça c'était le reportage d'Equinox. Il y a 48 heures, hein? Il y a 2 jours. 48 heures. Nous sommes le 4 avril 2023. 48 heures. Hier, dans l'émission Droit de réponse, un avocat s'est constitué partie de cette dame et il a offert ses services gratuitement. Il offre ses services gratuitement et sur le plateau de télévision, il affirme qu'au vu des documents que la femme lui a donnés, lui a remis, qu'il a vus, les carnets de consultation, les carnets de suivi médical, et au vu de son récit et du récit de la famille, l'avocat dit hier qu'il est confiant qu'il va gagner ce cas. Et qu'il donne d'ailleurs, hier soir sur Equinox, il a donné 24 heures à l'hôpital La Quintini pour produire soit le cadavre du nourrisson, soit le nourrisson en vie. Nous sommes hier soir sur Equinox. L'émission est encore à disposition. Vous pouvez retourner, regarder pour votre propre référence. Un avocat de ce rang ne va pas sur un plateau de télévision proférer des menaces aussi sérieuses contre une institution publique, un hôpital public, donner un délai de 24 heures s'il n'avait pas en sa possession des éléments probants. Cet avocat n'est pas un guignol. Nous sommes hier soir, sur Equinox soir. Il dit et il répète en anglais qu'il donne 24 heures à l'hôpital La Quintini pour produire soit le cadavre du nourrisson, soit le bébé lui-même. Et que si l'hôpital ne le faisait pas, il va engager la procédure. Puisque hier soir, sur le plateau de télévision, nous apprenons que le gouverneur de la région du littoral a instruit une enquête administrative pour établir la vérité sur ce qui s'est passé dans cet hôpital. Donc jusqu'à hier soir, il était question qu'une enquête administrative soit ouverte et que les responsabilités soient établies. Lorsqu'on parle du gouverneur, on parle du représentant du chef de l'État dans la région. Nous sommes hier soir, sur la chaîne camerounaise la plus suivie dans toute l'Afrique centrale. Hier soir. Nous sommes hier soir.
femme qui était sur le plateau de télévision hier était catégorique. Le cadavre doit sortir ou alors on remet le nourrisson à cet enfant, à cette femme. Nous sommes hier soir. Une enquête administrative a été instruite, comme d'habitude. Et l'avocat hier soir disait que lui n'aura pas la patience d'attendre une enquête administrative parce qu'on sait comment les enquêtes administratives finissent au Cameroun. Il a même cité l'affaire de Martinez Zogo où le président de la République a demandé que la vérité soit établie et nous sommes déjà à 3 mois. Il n'y a aucun personne n'est accusé du meurtre de Martinez Zogo. Il a pris cet exemple hier soir sur ce plateau de télévision. À un moment donné, il faut que les gens arrêtent de nous prendre pour des imbéciles. À un moment donné, il faut que les gens arrêtent de nous prendre pour des imbéciles. Ce que j'ai suivi ce soir sur le plateau d'Equinox Télévision m'a révolté au point où je ne me suis même pas changé. Je ne me suis pas changé. Je sors du travail, j'ai dit, je vais mettre les faits comme ça, un à un. Alors, revenons sur les faits. Nous sommes à Bazourdi, alors que cet après-midi encore, des Camerounais et des hommes sont allés manifester pour apporter leur soutien au père de l'enfant qui serait normalement abattu, effondré. La toile s'est embrasée, tout le monde demandait qu'on remette au moins le placenta. Nous sommes des Africains. Nous avons nos us et coutumes. Chez nous, on sait que le placenta de la femme, c'est son ventre. Même ici en Europe, on te remet ton placenta. Tu décides de ce que tu vas faire de ton placenta. Quand tu accouches ici en Europe, on te donne 2 choses. On te donne ton nourrisson ou alors le fœtus et on te donne ton placenta. Ici en Europe, tu décides de ce que tu vas faire de ton placenta. Soit tu le donnes à la recherche parce qu'on retire les cellules souches embryonnaires du placenta. Et ce sont ces cellules souches embryonnaires qui sont développées justement pour soigner les maladies incurables, telles que le cancer, telles que beaucoup d'autres maladies auto-immunes. On utilise les cellules souches embryonnaires. Les cellules souches embryonnaires, c'est quoi? Ce sont des cellules qui ne se sont pas encore différenciées. Donc, elles n'ont pas encore pris les caractéristiques d'un tissu particulier dans le corps humain. Donc, ici en Europe, on te donne un formulaire, tu tiques, soit tu donnes ton placenta, soit tu te débarrasses de ça toi-même, ou tu remets à l'hôpital et ils s'en débarrassent. Voilà les 3 options qu'on te donne. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont des religions, des croyances religieuses, il y a des gens qui ont des croyances ancestrales, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça t'appartient, c'est pour toi. Chez nous, en Afrique, nous avons nos traditions. En général, chez les Bantous, c'est la famille de la femme qui récupère le placenta et va l'enterrer. Parce que le placenta, dans nos us et coutumes, dans notre imaginaire, le placenta représente la fertilité de la femme, le ventre de la femme. Chez nous, on dit qu'on gâte le ventre de la femme parce que quelqu'un peut prendre le placenta et il s'en va faire des pratiques et il bloque les accouchements. Donc, c'est un produit absolument nécessaire. Lorsqu'une femme va donner naissance dans un hôpital, on lui remet son placenta. À elle maintenant de remettre son placenta à sa maman si elle est en vie, à sa grand-mère si elle est en vie, à sa famille maternelle afin qu'elle en fasse bon usage pour la postérité de leur propre famille. De la même façon que le placenta est remis à la famille de la femme, le cordon ombilical du bébé, du nouveau-né, lorsqu'il tombe, on le remet à la famille du père de l'enfant. Parce que ça, c'est l'origine, c'est comme on appelle ça, la tige, c'est la tige de l'enfant.
on le remet dans la famille paternelle et eux, ils vont l'enterrer soit au village, soit derrière la maison, ainsi de suite. Donc, ce sont nos coutumes africaines. Dans nos hôpitaux, on remet ces produits aux ayants droit, c'est-à-dire à la dame qui a accouché et à elle d'en faire bon usage avec sa famille et ses relations. Voici donc une femme qui, jusqu'à hier, nous disait qu'elle était à 8 mois de grossesse. Elle était à 8 mois de grossesse. D'ailleurs, l'histoire nous dit qu'elle est passée par 2 formations hospitalières avant d'atterrir à la Kintini. Elle atterrit à la Kintini justement parce qu'elle est passée par 2 formations hospitalières où il n'y avait pas de couveuse. Et on l'a conduit à la Kintini parce que justement, il y a des couveuses. La maternité de l'hôpital de la Kintini, je la connais. Si je peux encore m'en rappeler, hein, il y a une vingtaine d'années, j'avais 20 ans. J'ai donné naissance à mon premier enfant à la maternité de l'hôpital La Kintini. J'étais à 7 mois de grossesse, 28 semaines. À 7 mois de grossesse, j'ai fait un placenta prévia. Le placenta prévia, c'est lorsque, pendant la grossesse, le placenta normalement devrait être au-dessus du fœtus. De manière à ce que lorsque vous êtes prête à accoucher, c'est le fœtus qui sort d'abord et le placenta sort en deuxième lieu. Donc, normalement, pendant le développement de la grossesse d'une femme, le placenta devrait être au-dessus du fœtus. Mais dans le cas du placenta prévia, le fœtus se retourne et le placenta descend en bas dans les voies basses de la femme. Et en général, dans ces cas-là, donc, ça cause un saignement. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à saigner à 7 mois de grossesse. Et mes parents m'ont donc conduit à l'hôpital La Kintini, où j'ai d'abord été hospitalisée parce qu'on disait que c'était le paludisme qui avait causé cela. J'ai été hospitalisée 1 semaine et pendant que j'étais hospitalisée, je suis entrée en contraction. On m'a amenée dans la salle d'accouchement où j'ai bien sûr été négligée par les sages-femmes. Je me suis vidée de mon sang. Et il a fallu la dextérité d'un médecin stagiaire pour me sauver la vie. Je ne peux plus me rappeler du nom de ce médecin parce que mes carnets étaient restés au Cameroun. Mais je lui dois ma vie à ce monsieur. Je ne sais pas s'il se reconnaîtra un jour. J'ai donc donné naissance à un enfant prématuré. Et vous savez, les prématurés, leurs organes vitaux ne sont pas encore bien développés. C'est la raison pour laquelle on les met dans des couveuses, le temps justement pour eux, pour les organes de maturer afin qu'ils puissent grandir normalement. Mon fils a fait 2 semaines dans la couveuse, 2 semaines pendant lesquelles je l'ai allaité, je m'en suis occupée comme d'une mère qui a son nouveau-né. Malheureusement, puisque les couveuses à l'hôpital La Kintini étaient partagées, un bébé qui était mitoyen au mien a fait une pneumonie qui a contaminé mon bébé et les 2 bébés sont morts. C'est comme ça que je perds mon premier fils à l'âge de 20 ans à l'hôpital La Kintini. Donc c'est un processus, je suis passée par là, je sais. Et je mettrai ma main au feu que les choses n'ont pas beaucoup changé entre-temps. Madame Aurélie Esther Bell nous dit encore jusqu'à hier soir qu'elle est allée à l'hôpital parce qu'elle allait donner naissance et qu'elle était à 8 mois de grossesse. Dans le reportage d'Equinox qui est fait chez elle hier ou avant-hier, cette dame a présenté ses échographies, elle a présenté ses carnets, son dossier médical.
Les journalistes d'Equinox sont assez avertis pour savoir lire l'écriture médicale. Est-ce que les journalistes d'Equinox ont ouvert le carnet et ils ont vu grossesse de 6 mois et ils ont fait un reportage en disant que c'est la grossesse de 8 mois? Point d'interrogation. Est-ce que l'avocat qui hier encore sur le plateau d'Equinox vomissait le feu contre la Quintini avait vu dans le carnet qu'on lui a présenté que c'est une grossesse de 6 mois et il a pris sur lui de défendre cette femme, sachant que c'est une grossesse de 8 mois. Point d'interrogation. Il y a quand même beaucoup d'incohérences dans cette histoire. Bon Dieu. Alors, revenons sur le processus de la grossesse d'une femme. Je vais vous parler ici en tant que femme qui a accouché 4 fois dans sa vie. J'ai fait 4 grossesses. J'ai donné naissance 4 fois. Donc, je connais le processus de la grossesse en tant que femme, sans d'abord même parler de mon instruction de biologiste et aussi ma profession d'infirmière. Et pas seulement qu'infirmière. Aujourd'hui, je suis infirmière en gynécologie. Donc, lorsque je vais vous parler de la grossesse, je parle avec ces 3 casquettes. La casquette d'une femme qui est passée par ce processus 4 fois. La casquette de quelqu'un qui a étudié la biologie jusqu'au niveau universitaire. Et la casquette de quelqu'un qui pratique les sciences infirmières sur les femmes enceintes. J'ai ces 3 casquettes lorsque je m'adresse à vous ce soir. Et je m'adresse à vous en sachant que parmi vous, il y a des médecins qui me suivent. Il y a des infirmières qui me suivent. Il y a des sages-femmes qui me suivent. Il y a des gynécologues qui me suivent. Vous allez me corriger et me rectifier si je commets une erreur. Donc, de prime abord, je sais que mon public ce soir n'est pas un public qui n'est pas avisé. Parmi vous, il y a des femmes qui ont accouché, qui savent ce que c'est. Alors, parlons du processus de grossesse d'une femme. Quand on va parler de grossesse, on parle de grossesse sur 2 aspects. L'aspect psychologique et l'aspect biologique. L'aspect psychologique. Lorsqu'une femme tombe enceinte, il y a 2 options. Soit cette femme a souhaité tomber enceinte, donc elle veut un enfant, elle calcule sa période et elle se met en relation avec son partenaire pendant qu'elle est en période féconde. C'est une grossesse désirée. Soit une femme tombe enceinte de façon involontaire, ça veut dire que elle peut connaître son cycle, mais elle se perd dans ses relations parce qu'elle est peut-être emportée par la passion. Ça veut dire qu'elle ne se protège pas. Soit elle ne connaît pas exactement son cycle et elle s'en va avoir des relations à un moment où elle est féconde et elle tombe enceinte sans le vouloir. Donc, de toutes les façons, il y a 2 types de grossesses. Les grossesses volontaires, les grossesses désirées et les grossesses non désirées. Donc, et c'est très important pour la psychologie de la femme. Alors, et même de l'homme aussi, hein, et même de l'homme, parce que c'est une affaire de 2 personnes. Lorsque c'est une grossesse désirée, ça veut dire que les 2 partenaires sont tombés d'accord sur le fait qu'ils veulent faire un enfant et ils engagent le processus de faire un enfant. Ça veut dire qu'ils prennent des dispositions pour faire un enfant. Pour faire un enfant, ça peut vous paraître très facile pour ceux qui sont encore en pleine dans leur fécondité. Mais pour beaucoup de personnes, ce n'est pas aussi facile que cela. Pour beaucoup de personnes, il faut passer par des étapes de préparation. Soit prendre des vitamines, soit consulter, soit même faire in vitro. Mais au départ, il y a la volonté. Donc, dans la tête, on se prépare à accueillir un être humain dans sa famille. Lorsqu'on s'en va donc dans ce processus, on veut
on désire profondément. Pour le cas des grossesses indésirées, il peut arriver que la femme ne désire pas garder la grossesse parce que sa relation avec cet homme ne le permet pas. Alors là, elle va donc s'engager à se faire avorter. Que ce soit légal ou pas, elle le fait. Ou alors, elle décide de garder l'enfant malgré que sa relation avec le père de l'enfant, père biologique de l'enfant, ne soit pas claire. Et dans ce cas, à partir du moment où elle décide de garder l'enfant, elle rejoint celle qui a voulu l'enfant dès le départ. Ça veut dire que psychologiquement, elle est prête, elle accepte, elle se prépare à accueillir un être humain dans sa vie. Et lorsqu'une femme est déjà dans ces dispositions, elle rêve de son enfant. Elle pense à son enfant. Elle imagine son enfant. Elle commence même à penser à des noms. Noms de filles, noms de garçons. Elle commence à s'attacher émotionnellement à cette vie qui grandit en son sein. Évidemment, les premiers mois vont passer avec tout ce que ça comporte. Pour beaucoup d'entre nous, c'est vrai que ce n'est pas la vérité pour tout le monde. Ça veut dire les vomissements, les fatigues, le sommeil, ainsi de suite. Parfois, des petites maladies même. Donc, au début, elle passe à travers tout cela. Et elle supporte tout cela parce qu'elle sait qu'au bout de cela, il y aura son bébé ou ses bébés. Donc, le premier trimestre est parfois très difficile parce qu'on traverse, il y a les changements hormonaux dans le corps. Les hormones commencent à être sécrétées, à être produites pour préparer le corps de la femme à faire grandir l'enfant dans son corps. Le deuxième trimestre, donc, le premier trimestre, c'est du premier jour de la conception jusqu'au 3e mois. Alors, lorsque la femme constate qu'elle est enceinte, si elle désire garder cette grossesse, elle va vers une formation sanitaire où elle va dire qu'elle est enceinte et qu'elle a besoin d'un suivi. Évidemment, on va lui faire les tests préliminaires, ainsi de suite. Une fois les tests préliminaires faits et que c'est confirmé qu'elle est enceinte, on engage maintenant le processus d'encadrement de la grossesse qui passe par quoi? La prescription des vitamines, l'acide folique, le fer. L'acide folique, le fer, pour entretenir cette grossesse, pour permettre aux hormones de se produire normalement. Ici en Europe même, on t'envoie même parfois chez la nutritionniste qui te donne une nutrition appropriée pour la grossesse, le type d'aliment que tu dois manger pendant la grossesse. C'est vrai que chez nous, on n'a pas tous ces moyens-là. Mais on passe quand même par cela. Ça veut dire que chez nous, on sait quand même que bon, une femme est enceinte. Chez nous, on connaît les nourritures qui sont bonnes pour les femmes enceintes. On connaît les nourritures qu'une femme enceinte ne doit pas manger. Donc déjà dans la tête, tu te prépares. Dans ta vie, tu adoptes des changements parce que tu te prépares à accueillir un être dans ta famille. Tu adoptes des changements dans ton comportement, dans ta façon de vivre. Tu ajustes ta vie par rapport à cet être qui est en train de grandir en ton sein. S'il y avait des choses que tu faisais, des activités, tu commences à les réduire parce que tu te prépares, tu protèges cet enfant. Tu ne fais plus peut-être des sports dangereux, tu ne fais plus ci, tu ne fais plus ça. Tu commences à prendre soin de toi parce que tu es conscient du fait que ton corps n'est plus toi seul. Il y a quelqu'un d'autre dans ton corps. Et ce quelqu'un d'autre là, sa vie dépend de toi. Donc, tout ce que tu fais de bon impacte sur lui. Tout ce que tu fais de mauvais impacte sur lui aussi. Donc, tu prends soin de cette petite vie qui est en train de se développer en toi. Tu es conscient de ça. Et donc, lorsque tu es enceinte, la première échographie survient à 12 semaines. La première échographie survient à 12 semaines. C'est-à-dire à 4 mois de grossesse. On fait une première échographie. Cette échographie, évidemment, va déterminer dans quel endroit
de l'anatomie féminine se trouve la grossesse, c'est-à-dire est-ce qu'elle est dans l'utérus, est-ce qu'elle est extra-utérine. Et c'est très important parce que ça détermine la viabilité du fœtus. Si elle est extra-utérine, immédiatement, on va te faire avorter parce que tu risques de mourir si tu la gardes. Si l'enfant grandit longtemps dans les trompes vont se rompre et tu vas mourir. D'ailleurs, je connais une dame, paix à son âme, qui était décédée parce qu'elle avait fait une grossesse jumellaire extra-utérine. Et comme elle était témoin de Jéhovah, elle avait refusé qu'on l'opère, justement parce qu'elle ne voulait pas de transfusion sanguine. Paix à son âme. Donc, ce scan à 12 semaines est obligatoire. Je dis bien, ce n'est pas une option, c'est obligatoire. Alors, cette échographie détermine la location du fœtus, le nombre même des fœtus, est-ce une grossesse unique, un fœtus unique ou alors gemellaire. L'échographie de 12 semaines nous donne déjà des indications là-dessus. L'échographie de 12 semaines aussi nous donne une indication sur la croissance du fœtus, sur le battement de cœur du fœtus. Vous avez toutes ces données-là. Et l'échographie de 12 semaines, qu'est-ce qu'on fait à l'échographie de 12 semaines? On mesure aussi la taille du fœtus. Et c'est à partir de cette taille du fœtus qu'on estime à peu près l'âge du fœtus. Ça veut dire que si tu es une femme et que tu t'es trompée sur ta date de menstruation et tu es tombée enceinte, tu ne sais pas si c'était le mois dernier. Parce qu'il y en a, hein, il y a des femmes qui, étant enceintes, continuent d'avoir leurs règles. Donc, elle peut être enceinte et elle continue d'avoir des règles. Elle ne sait pas qu'elle est enceinte. Jusqu'à ce qu'elle soit peut-être au 4e mois ou au 5e mois. Et lorsqu'elle va donc faire cette échographie, on mesure la taille du fœtus. C'est avec cette taille qu'on estime, avec une approximation dont l'exactitude est de 99% et plus, l'âge du fœtus. Et on te dit donc, on écrit même, c'est d'ailleurs écrit sur l'écran, sur les photos qu'on te donne, on te donne le nombre de semaines de la grossesse. Donc, Dame Belle ne peut pas nous dire qu'aujourd'hui, qu'elle ne savait pas, qu'elle n'avait pas su compter son cycle, comme j'ai entendu sur Equinox. Parce que si tu ne sais pas compter ton cycle et tu vas faire l'échographie, l'échographie va donner l'âge de la grossesse. L'échographie va donner l'âge de la grossesse. Deuxième échographie survient à 20 semaines, c'est-à-dire à 5 mois. La deuxième échographie survient à 5 semaines, c'est-à-dire à 20 mois. À 5 mois, je veux dire 20 semaines, 5 mois. Dans cette échographie de 20 semaines, on est à mesure de vous donner le sexe de l'enfant. Parce que oui, à 20 semaines, l'enfant a déjà des caractéristiques sexuelles qui apparaissent. On vous donne déjà le sexe de votre enfant à la deuxième échographie. Dans cette échographie, on mesure la longueur des os du bébé et la circonférence de sa tête. Et c'est à partir de ces calculations qu'on donne l'âge exact du bébé. La deuxième échographie, on mesure le bras du bébé et la circonférence de sa tête. Et c'est à partir de là qu'on te donne l'âge exact du bébé, du fœtus. Dame Belle, aujourd'hui, nous dit qu'elle était à 6 mois. Donc, ça suppose qu'elle a fait l'échographie de 5 mois. Puisqu'elle était suivie d'après elle. À cette échographie de 5 mois, on ne lui a pas donné l'âge de sa grossesse. C'est aujourd'hui qu'elle vient découvrir l'âge. Elle se rend compte quand Manaouda Malaché apparaît avec sa mallette de millions. Qu'elle s'était trompée de date de sa période et que la grossesse n'était pas à 8 mois, c'était plutôt à 6 mois. Si la grossesse était à 6 mois, pourquoi les autres hôpitaux l'ont envoyé vers la Quintini pour une couveuse? Parce qu'un bébé de 6 mois n'est pas viable. On aurait pu évacuer ce fœtus dans les hôpitaux où elle a été avant d'arriver à la Quintini. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas évacué ça? La question est d'autant plus importante que
lorsque un fœtus se désagrège à l'intérieur de l'utérus, il est urgent, c'est une urgence médicale. Lorsque un fœtus arrête de vivre, lorsque on vous met l'ultrason sur le ventre et qu'on n'entend pas le battement de cœur de l'enfant, si on vous met l'ultrason sur le ventre, on fait ça. Voilà, on fait ça. Même si on ne met pas l'ultrason, même avec ton stéthoscope, tu peux faire ça. Tu mets sur le ventre de la femme, tu entends le battement du cœur. Si à cet instant, tu n'entends aucun battement du cœur, nous sommes dans une urgence médicale. Cette femme doit être conduite au bloc opératoire, illico presto, immédiatement. Donc, on nous dit que c'était tentative d'avortement tardif à 6 mois. Et elle est passée par 2 formations sanitaires. Voilà une femme qui a un fœtus qui est en train de se désagréger dans son utérus et on la balade d'hôpital en hôpital. Vous prenez les gens pour les qui finalement? Vous prenez les gens pour les qui? Un fœtus qui se désagrège à l'intérieur de l'utérus, avec tout ce qu'il y a dans cet espace, dans l'utérus d'une femme enceinte, comme fluide, comme le sang. Elle ne peut pas faire 24 heures sans que l'odeur. Pour celles qui avortent, elles savent de quoi je parle. Les filles qui prennent les comprimés au quartier pour avorter, elles savent de quoi je parle. Parce que quand une fille avorte, sa mère sait toujours. Rien que l'odeur qui sort de là. Parce que vous avez de la matière inerte en décomposition à l'intérieur de vous. Vous avez une poche de sang qui est le placenta à l'intérieur de vous. Vous avez le liquide amniotique à l'intérieur de vous. Merde. Vous prenez même les gens pour les qui finalement? Vous nous prenez pour les moutons? Vous prenez les Camerounais pour les moutons? Hier, cette fille, jusqu'à 21 h hier soir, elle avait 8 mois de grossesse. Son avocat était véhément sur le plateau de télévision qu'elle a 8 mois de grossesse et on doit remettre le corps. Soit on remet le cadavre, soit on remet le bébé. Aujourd'hui, après qu'elle ait eu une concertation à huis clos avec Manaouda Malaché et le directeur de l'hôpital, la grossesse est passée de 8 mois à 6 mois. Et l'explication, c'est que elle s'était trompée sur sa date de période, sur sa date de menstruation. Si elle s'est trompée sur sa date de menstruation, les 2 échographies se sont aussi trompées. Qu'une échographie se trompe, la première, c'est acceptable, c'est passable. La deuxième échographie, c'est aussi trompé. Vous allez nous dire qu'elle n'a pas fait la deuxième échographie. Elle n'a pas fait la deuxième échographie. Et elle criait partout, pourquoi? Admettons même qu'elle n'a même pas fait la deuxième échographie et que le bébé est en train de se désagréger dans son ventre. Vous pensez qu'une femme... Attendez, j'enlève mes lunettes parce que là, vraiment, Une femme qui est enceinte, je dis une femme qui est enceinte, quand son enfant arrête de bouger, elle attrape la fièvre immédiatement. Je dis une femme enceinte, quand l'enfant ne bouge pas, elle attrape la fièvre. La fièvre, elle commence à grelotter comme ça, la température monte. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Donc le cadavre s'est désagrégé dans le corps de cette femme et on l'a baladé dans tous les hôpitaux de Douala pour aller atterrir à la Quintini. Bon, si le fœtus est désagrégé, comme vous le dites, comment se fait-il que, au lieu qu'il soit évacué, d'ailleurs, quand le fœtus est désagrégé, vous ne sortez pas de l'hôpital. Parce que tout ne sort pas une fois. Une partie va sortir, vous allez rester. On va encore vous induire, une autre partie va sortir jusqu'à ce que tout soit sorti. Vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas. Tu ne peux pas bouger de l'hôpital. Si une partie du fœtus... Parce que si c'est désagrégé, il ne peut pas sortir entier. On est d'accord là-dessus. Si le fœtus est désagrégé, il ne peut pas sortir entier. Et donc, elle ne peut pas avoir expulsé le produit en une seule poussée. Non. Tu vas pousser, la première partie sort,
Tu attends, soit on t'induit encore, on te donne des produits pour t'induire, afin que les autres parties sortent encore. Ici, nous utilisons d'ailleurs, maintenant je vais parler en termes médicaux. J'ai eu la chance, il y a quelques mois, de partir de la gastro-entérologie où j'étais chef de service pour la chirurgie générale. Dans mon département en chirurgie générale, j'ai 4 spécialités. J'ai la chirurgie générale, c'est-à-dire les opérations mineures de tous les jours, les appendicites, les gastroscopies, toutes les petites opérations de routine là, les incisions et drainage des blessures, tout ça. Ça, c'est la chirurgie générale. J'ai des patients en urologie. Les patients en urologie, c'est quoi? C'est des patients qui ont des problèmes avec leur système urinaire. Lorsqu'ils arrivent dans mon hôpital, ils viennent dans mon département, on les reçoit. Et j'ai fait la formation pour ça, pour m'occuper des patients en urologie. Urologie féminine ou masculine. Parce que c'est différent. Maintenant, j'ai aussi des patients en gynécologie. Et dans mon département, les patientes de gynécologie, il y en a 2 catégories. Il y a des femmes d'un certain âge, c'est-à-dire des mamans âgées, des grands-mères qui ont peut-être des problèmes avec leur appareil génital, soit ici, ils appellent ça prolapse. Donc, quand on atteint un certain âge, 70, 80 ans, parfois l'utérus sort. Donc, elles viennent chez moi, on s'en occupe. On a d'autres qui ont les cancers de l'utérus, on s'en occupe. C'est chez moi qu'elles viennent. Hein. Je suis en gynéco. Cancer de l'utérus, cancer des trompes, elles viennent chez moi. On s'en occupe. Donc, on a des gens qui ont des procédures gynécologiques de routine. Et on a aussi des patientes qui viennent avec la grossesse. Là, maintenant, nous sommes en obstétrique, c'est-à-dire gynécologie obstétrique. Donc, nous sommes maintenant avec les patientes qui sont enceintes. Dans mon département, on reçoit jusqu'à 5 mois de grossesse, donc 20 semaines. À plus de 20 semaines, on les envoie en maternité. Parce que là, à plus de 20 semaines, le fœtus est viable, donc on les envoie en maternité. Donc, dans mon département, je reçois 2 types de femmes enceintes. Il y a des femmes enceintes qui veulent terminer leur grossesse, parce qu'ici, c'est légal, jusqu'à 5 mois, tu peux décider d'arrêter ta grossesse, tu vas en hôpital, tu signes les papiers et on te donne le médicament, tu évacues la grossesse. L'évacuation de grossesse se fait de 2 façons, de façon médicale, donc on manage ça dans le département, ou alors de façon chirurgicale, tu vas au bloc opératoire et on enlève. Donc, ces patientes-là sont sous ma charge. Donc, tu as des patientes qui veulent enlever la grossesse, qui veulent terminer leur grossesse de façon volontaire, on les prend en charge. Et tu as les patientes qui n'ont pas de choix, c'est-à-dire qu'une pathologie est venue les obliger à mettre fin à la grossesse. Donc, elle peut tomber malade ou alors le fœtus peut avoir une déformation et on estime que cette déformation ne permettra pas au fœtus de vivre. On arrête dans la grossesse. Donc, parfois, on a les Down syndrome. C'est vrai qu'encore, même le Down syndrome, le syndrome de Down, il y a des mamans qui choisissent d'accoucher leurs enfants avec le syndrome de Down et qui les élèvent. Ici, là, il y a des instituts partout, on s'en occupe très bien. C'est-à-dire qu'elles se préparent psychologiquement à élever un enfant handicapé. Il y a des femmes qui le font. Donc, tu as donc ces femmes qui décident d'arrêter la grossesse de façon volontaire et tu as les femmes qui décident donc on est obligé d'interrompre la grossesse, soit parce qu'elle est extra-utérine, soit parce que la mère ou l'enfant a une pathologie. Donc, on les aide à évacuer la grossesse. Lorsque nous faisons cela, lorsque nous terminons la grossesse d'une femme, que ce soit de façon volontaire ou de façon obligatoire, on a l'obligation d'accompagner psychologiquement la patiente. Nous avons l'obligation d'accompagner psychologiquement la patiente. Pourquoi? Parce que ici, il s'agit d'un être humain. La loi ici considère les fœtus comme des êtres humains. Et ici, lorsqu'on évacue la grossesse, on ne jette pas le fœtus.
Chez nous, ici, on ne jette pas le fœtus. On l'amène à la mère et au père, on le présente s'ils le veulent. Si elle veut voir, on l'amène. Il y a des mamans qui n'ont pas le courage de voir. Elle dit non, elle ne veut pas voir. Vous pouvez en disposer. Et on lui fait signer les formulaires. Si elle veut que son placenta soit utilisé pour la recherche, on va acheminer ça dans les canaux appropriés. Si elle ne veut pas, on va s'en débarrasser de façon appropriée comme on se débarrasse des déchets médicaux. Mais tout part de la patiente. C'est la volonté de la patiente d'abord. Je vais vous montrer deux choses. Parce que chez nous, imaginez, vous êtes une femme. Vous avez porté cet enfant. Je vous ai parlé du processus de la grossesse. Vous l'avez senti en vous. Vous l'avez désiré. Vous avez rêvé de lui. Et là, je parle de la grossesse jusqu'à 5 mois pour le moment. Après, on va aller de 5 mois à la naissance. On va parler, c'est un autre processus. Donc, vous avez désiré cet enfant. Lorsque vous le perdez, c'est comme si le monde s'écroulait autour de vous. Croyez-moi, j'ai perdu mon premier fils et j'étais encore très jeune, j'avais 20 ans. J'ai fait une dépression. J'ai voulu me suicider. Regardez, j'ai une cicatrice ici. Je m'étais coupé la veine parce que je voulais mourir. Ma vie n'avait plus de sens. Ma vie n'avait plus de sens. Malheureusement pour moi, le père de mon enfant était parti se chercher à l'étranger comme beaucoup de Camerounais. Donc j'étais restée seule. Et il me fallait gérer la perte de mon enfant seule. Je porte encore cette cicatrice. Elle est là. J'ai essayé de me tuer parce que ma vie, je la voyais comme si je croyais que je ne pouvais plus vivre. Mes parents étaient obligés de me faire sortir de la maison et m'envoyer chez ma grande sœur. Parce qu'à la maison, ma chambre de jeune fille, je l'avais décorée pour mon bébé. Puisque j'avais fait le scan de 5 mois, je savais que j'aurais un garçon. J'achetais les vêtements bleus, les petits vêtements bleus. J'avais décoré, j'avais mon petit panier, mon petit berceau, j'avais mes petits trucs dans ma chambre. Était empreinte de mon enfant. J'étais prête à recevoir mon enfant. Je n'avais pas grand-chose, j'étais une petite fille. Mais je faisais le commerce. Je vendais le manioc, je vendais la nourriture. Dans le petit argent que j'avais. Et puis le père de mon enfant, avant de partir, il m'a laissé quelque chose. Donc j'avais préparé ma grossesse. Il fallait me voir. Dans mes 20 ans, première grossesse, je sautillais avec mon petit ventre rond. J'étais heureuse. Je me sentais femme. Je me sentais femme. J'imaginais un avenir pour mon bébé. J'imaginais ce que j'allais lui apprendre. Je voyais mon papa se balader au quartier avec lui, être fier de lui. J'étais prête à avoir mon bébé. Mais il est parti. Donc, pour une femme qui veut vraiment un enfant, perdre son enfant est la pire des choses qui puissent arriver à une femme. Il n'y a pas une douleur qui dépasse la douleur là. Même si ça fait 30 ans, même si ça fait 50 ans, ton enfant, c'est ton enfant. Vous allez m'excuser, hein, c'est un sujet qui m'est très très cher. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui continue de me motiver parce que ce que j'ai vécu, je me battrai toute ma vie pour que très peu de femmes camerounaises le vivent. Et lorsque les moyens le permettront, je me battrai pour qu'il y ait assez de couveuses pour chaque femme qui a un enfant prématuré dans notre pays. Donc, pour vous dire que lorsqu'une femme s'est préparée à accoucher, c'est-à-dire qu'elle a accepté le fait qu'elle est enceinte. Parce que quand on tombe enceinte, on a peur, hein? Tout le monde a peur. Même si tu es une vieille chouette. Quand tu es enceinte, tu as peur. Tu te dis, est-ce que je pourrais pourvoir pour cet enfant? Qu'est-ce qui se passe si le père de l'enfant me laisse? Qu'est-ce que tu te poses beaucoup de questions? Donc, accepter
de garder une grossesse, c'est accepter d'affronter tout ce que la vie va te lancer avec ton enfant. Ça veut dire que si la vie décide que, si même le père de l'enfant te jette dehors, tu acceptes que oui, je préfère souffrir avec mon enfant. Donc c'est psychologiquement, tu es prêt à cet enfant, tu es prêt pour cet enfant. Donc quand tu le perds, c'est comme si ton univers s'écroulait. Même si tu as d'autres enfants, hein, un enfant ne remplace pas l'autre. Hein. Nous avons des enfants, chaque enfant a sa place. Chaque enfant est particulier. Même si tu as d'autres enfants, quand tu perds un enfant, la douleur de ça, personne ne peut définir ça. Personne. Ça fait mal, ça fait très mal. Ça fait mal. Il n'y a pas quelque chose qui dépasse la douleur d'une femme qui a perdu son enfant. Et quand tu penses qu'il y a des femmes qui donneraient ciel et terre pour avoir un seul petit enfant, un bout d'enfant. Il y a des femmes qui veulent accoucher, mais qui n'arrivent pas. Dernièrement, dans mon département, j'ai eu une patiente de mon âge, une femme de 43 ans, qui a cherché l'enfant toute sa vie jusqu'au point où elle a désespéré, elle a oublié, elle a dit que bon, peut-être son destin, la vie n'a pas voulu qu'elle ait d'enfant. Et comme ça, elle vient à l'hôpital avec un mal au ventre. Elle dit, oh, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Et on s'est dit, puisqu'elle a ses règles, hein, elle a ses menstruations, on s'est dit, oh, ça doit être sûrement quelque chose, une infection abdominale ou un truc chirurgical. Lorsqu'on envoie donc la femme au scanner pour voir qu'est-ce qui lui cause le mal de ventre, on découvre qu'elle est enceinte. Une femme de 43 ans. Imaginez un peu. Imaginez cette femme si jamais, aujourd'hui, on lui a fait la fête au département, hein, on lui a fait une fête. Surtout que c'était une africaine, donc j'ai organisé, on a acheté les chocolats et tout, on lui a fait une fête. Donc, imaginez qu'une femme qui a désiré un enfant le perde. Vous imaginez la détresse. Donc, je vais vous montrer deux petites choses que nous faisons ici. Donc, puisque je vous ai dit que dans mon département, ce sont des femmes qui sont à moins de 6 mois de grossesse. Donc, du premier jour de la grossesse jusqu'à 5 mois, elles viennent chez nous. Si elles sont malades pendant la grossesse, elles viennent chez nous, on les soigne, elles retournent suivre leur grossesse normalement. Et là, dans ce cas-là, la grossesse est suivie, c'est-à-dire son traitement est fait conjointement avec le département de maternité. Ça veut dire que nous, on la soigne, mais en même temps, le département de maternité monitore, surveille son enfant. Donc, on a ces patients-là, on a des patientes qui viennent avec des petites maladies dans la grossesse, on les soigne et rentrent. On a des patientes qui viennent parce qu'elles veulent terminer leur grossesse et on a d'autres qu'on est obligé de terminer la grossesse parce qu'il y a une pathologie ou parce que l'enfant, il y a une malformation. Alors, lorsque l'enfant meurt, enfin, lorsqu'on évacue le fœtus, vous savez, un fœtus de 5 mois, il a cette taille, hein, il est comme ça, au plus, il est comme ça. Hein. C'est dans le dernier trimestre que l'enfant grandit. Hein. C'est dans le dernier trimestre de grossesse que l'enfant grandit. Un fœtus de 5 mois, il est là, il est tout petit comme ça. Donc, lorsque la femme, quand on lui donne le produit et qu'elle veut déjà, elle entre en contraction, elle veut déjà évacuer le produit, on lui interdit d'aller aux toilettes. On lui donne, on appelle ça ici chez nous, bedpan. On lui donne un outil qu'elle va mettre sur les toilettes et elle va aller aux toilettes. Même si elle fait pipi, même si elle fait n'importe quoi, elle fait tout dedans comme ça. Nous-mêmes, on vérifie. Donc, une fois qu'elle évacue, et en général, ce n'est que le produit qui sort. Parce que quand tu es enceinte et que tu commences à avoir les contractions, tu crois que tu vas faire caca. Mais ce n'est pas le caca, c'est le produit, c'est le produit qui est dans l'utérus qui veut sortir. Mais ça fait comme si tu voulais faire caca. Donc, quand une femme donc commence à dire que je vais aller aux toilettes, je vais aller aux toilettes, on lui donne ça, elle s'assoit. Et quand le produit sort, on recueille. Maintenant, on attend le placenta. Parce que le placenta ne sort pas avec le fœtus. Le placenta sort après le fœtus. On attend le placenta. Si le placenta tarde, on donne encore une autre dose du médicament. Ça provoque encore les contractions
Et là, maintenant, elle expulse le placenta. Quand le placenta sort, nous mettons le placenta dans un... On a un seau désigné pour cela qui va aller au département de pathologie médicale. Le fœtus lui-même maintenant, on le met dans ce petit panier. On a des petits paniers comme ça qui varient en taille. Donc, ça c'est pour les tout petits, les plus petits. Regardez bien hein, ce petit panier. Ça c'est pour les tout petits, donc de 4 mois, 3 mois, vraiment des petits. Parfois ils sont comme le tétard. Mais c'est l'enfant de quelqu'un, on ne jette pas. C'est l'enfant d'une femme. C'est le produit d'une femme qui a voulu un enfant. C'est l'enfant d'un homme. On le met là, on le traite comme un être humain. Nous le mettons là dans ce petit panier, comme un bébé. Bon, il y a des petits coussins. Pour celles qui veulent, on peut mettre un petit coussin. Donc on met la tête du bébé sur le coussin. On met la tête du fœtus sur le coussin. Et parfois, donc, on le recouvre. On lui donne de la dignité. On traite le fœtus avec dignité. On lui donne de la dignité. Regardez comment c'est beau, c'est bien fait. On le couvre, on l'emballe, on l'enrobe très bien là. On le rend présentable. Et maintenant, on demande à la mère, est-ce que tu veux dire au revoir à ton enfant? Si la mère dit oui, elle veut dire au revoir à son enfant. Nous prenons donc l'enfant, le fœtus préparé et habillé dans ce panier et nous l'amenons dans la chambre de la maman. Et ce boulot, ce n'est pas l'infirmière qui s'occupait d'elle qui le fait. Ce n'est pas l'étudiante qui le fait, la stagiaire. Ce n'est pas l'aide-soignante qui le fait, c'est moi, la chef service. Parce que là maintenant, on parle d'une femme qui est en détresse, qui est en train de pleurer. Il faut non seulement l'accompagner psychologiquement, la calmer, mais lui permettre de faire son deuil. Donc, quand le produit sort, mes infirmières s'arrêtent et elles viennent vers moi. Même si j'étais en train de faire n'importe quoi, je m'arrête. J'arrête d'abord ça. Et je vais m'occuper de la patiente qui est en train de pleurer son bébé. Je prends le bébé qu'on a prêté, le fœtus. Je l'amène dans la chambre et je montre à la maman. Je lui donne son bébé dans ce petit panier bien présenté, de façon à ce qu'il soit comme un être humain, qu'elle ressente que voilà, c'est un bébé. Ce n'est pas un truc, comme j'ai entendu dire sur Equinox, un truc, un machin qu'on va jeter dans les cabinets. Ce n'est pas un truc, c'est un être humain. C'est le fruit de l'amour entre un homme et une femme. C'est le fruit de l'amour d'une femme qu'il a entretenu dans son utérus pendant des mois. C'est le fruit de l'attention d'une femme qui a pris des précautions pour garder cet enfant. On le traite avec dignité et respect. C'est une vie humaine. Donc, j'amène donc ça et je demande à la dame, est-ce que tu voudrais que je reste ou est-ce que tu voudrais que je sorte? La majorité préfère que je reste souvent, mais il y en a qui peuvent me dire que tu peux te mettre de côté. Donc, si la maman me dit, je me mets de côté, je sors, je lui donne un petit temps d'intimité avec son enfant. Le temps qu'elle parle à son enfant. Le temps qu'elle lui dise au revoir. D'après ses croyances religieuses, d'après son background culturel, elle va faire son au revoir à son enfant. Il y en a qui croient que quand l'enfant est mort, il va revenir. Il y en a qui croient que quand l'enfant est mort, ça dépend des croyances de tout un chacun. Elle fait ce qu'elle a à faire avec son enfant d'après ses croyances et d'après son background culturel et ethnique. L'autre question que je lui pose, c'est est-ce que tu voudrais que le père de l'enfant, parce que n'oubliez pas, l'enfant est d'abord l'enfant de la mère, où qu'on soit. Est-ce que tu aimerais que le père de l'enfant vienne aussi dire au revoir à l'enfant? Parce que après tout, lui aussi, il est passé par ce processus. Lui aussi, il a désiré cet enfant. Lui aussi, il s'est préparé à être père. Donc lui aussi, il est en détresse. Il doit faire son deuil. Si la femme dit oui, et ça dépend de la relation qu'elle a avec son homme, si elle dit oui, je retourne au téléphone. On n'est pas pressé, hein? On ne coupe pas, on n'est pas pressé. Je retourne au téléphone, j'appelle le père de l'enfant et je lui demande de venir à l'hôpital.
il vient, lorsqu'il vient, nous reprenons le bébé dans le fœtus et nous remettons au père et à la mère. Nous les laissons dans leur intimité, dire au revoir à leur enfant, à leur façon. Lorsqu'ils ont fini de dire au revoir à leur bébé, à leur nourrisson, à leur fœtus, on leur donne des options. Voilà, nous avons des documents qu'on leur donne. Ça, c'est un seul que j'ai pris. Mais il y a plusieurs documents d'après le scénario. Nous leur donnons dans des informations. S'ils ont besoin de soutien psychologique, il y a des numéros de téléphone qui sont appropriés là-dedans. Il y a des orientations. Et puis, on leur explique ce qui va se passer avec le corps du bébé. Est-ce qu'ils souhaiteraient remettre cela à la science? Parce que vous savez, ici en Europe, la science est très développée et l'embryon, le fœtus et le placenta sont hautement utilisés dans les recherches scientifiques. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent des cellules souches qui sont indifférenciées et qu'on peut développer en quelques cellules du corps, que ce soit pour traiter les pathologies. Donc, il y en a qui disent, oui, vous pouvez remettre nos produits à la recherche scientifique. On leur fait signer les papiers et on le fait. On achemine tout ça vers la pathologie qui va s'en occuper. Soit ils disent que non, dans notre culture, on ne fait pas ça, on veut enterrer notre enfant. Et nous les orientons maintenant. La pathologie va faire bien sûr toujours. Il y a toujours, toujours une autopsie, toujours obligatoire. Toujours une autopsie. Et maintenant, lorsque c'est fait, on achemine maintenant le produit vers la morgue. Et à la morgue, maintenant, la morgue prend contact avec les parents et décide de quel genre d'enterrement ils veulent. Soit ils veulent enterrer, soit ils veulent incinérer. Je vous raconte tout ceci pour vous dire que une femme qui a perdu un enfant, un couple, pas seulement une femme, parce que c'est une affaire entre un homme et une femme, sous quelque ciel que ce soit, que nous soyons africains, européens, asiatiques, nous sommes des êtres humains. Lorsqu'on perd un être qu'on a aimé, on est affecté psychologiquement. Et chez nous, ici en Europe, ils ont identifié cela et ils prennent des mesures d'accompagnement de bout en bout. Je dis bien de bout en bout. Mes patientes en gynécologie sont les plus précieuses dans mon département. Ça veut dire que le patient qui est en urologie, qui est en train de pisser du sang, je peux le laisser. Quelqu'un d'autre peut s'occuper de lui. Dès que l'enfant là est mort, je laisse le patient qui est en train de pisser du sang en urologie. Je m'en vais m'occuper de la maman qui est en train de pleurer. Parce que si je ne m'en occupe pas, elle ne pourra pas s'occuper d'elle-même. Si elle a d'autres enfants, elle ne pourra pas s'en occuper. Donc, une seule personne affectée, on sait que la famille, c'est la mère. Si la mère n'est pas bien dans la tête, toute la famille souffre. Imaginez si cette femme a un enfant de 2 ans ou 3 ans à la maison et que psychologiquement, elle n'est pas bien. Qui va s'occuper de cet enfant de 2 ans? C'est pour ça que pour nous, la mère est importante. Sa psychologie est importante. Et je le dis encore parce que c'est la raison pour laquelle je suis infirmière aujourd'hui. Je suis infirmière aujourd'hui parce que je suis passée par ce processus, non seulement au Cameroun, mais aussi ici en Europe. En Europe, parce que quand j'accouche mon dernier garçon, son papa est à l'hôpital avec le cancer. Et ma mère meurt quelques jours après que j'ai accouché. J'étais dans tous mes états. J'avais un bébé en main, je ne savais même pas quoi en faire. C'est une sage-femme qui est venue, parce que quand tu accouches ici, tu rentres à la maison, tu es suivi par la sage-femme. La sage-femme vient faire sa visite post-natale, comme d'habitude, pour voir si l'enfant est en train de se développer, pour voir si ma technique d'allaitement est bonne, pour voir si... Elle arrive chez moi, elle me trouve en lambeaux. Elle trouve ma maison sale. Je n'arrivais même pas à faire le ménage. Mes 2 petites filles, ma dernière avait 4 ans. Elle était encore toute petite. C'est à peine si je l'accompagnais à l'école, à la maternelle. Parfois, il partait, j'avais le pyjama sur moi et tout. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Quand ma sage-femme me trouve dans cet état, elle me dit non, je ne peux pas te laisser comme ça. Qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je lui dis, si je n'enterre pas ma mère, je n'ai plus de vie, je ne pourrai plus. Et elle organise tout. Elle appelle mon médecin, le médecin de famille, pour lui dire que psychologiquement, je dois faire le deuil de ma mère, sinon je ne peux pas m'occuper des autres enfants que j'ai à main.
Le médecin de famille refuse de me signer l'autorisation de voyager parce que j'ai accouché par césarienne. C'était ma 4e césarienne. Je suis à ma 4e césarienne, j'ai une plaie béante, j'avais pris du poids, le poids de la grossesse. Et vous savez, après une chirurgie, il est interdit de voyager pendant au moins 6 mois après une chirurgie. Donc mon médecin traitant dit qu'il n'est pas responsable, il se lave les mains, qu'il ne peut pas accepter que je voyage. Parce que le risque est trop grand pour que je fasse une embolie. Oh, le médecin, lui, il est dans son bureau. La sage-femme est à la maison. Elle voit ma situation à la maison. Mon mari à l'hôpital avec le cancer à Londres. Je suis à la maison avec 2 petits-enfants et un nourrisson. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'ai pas de famille en Europe, je n'ai personne. Elle se dit, cette femme, si je l'abandonne ici, ses enfants vont souffrir. Peut-être même le nourrisson va mourir. Cette femme, cette sage-femme signe mon autorisation de voyager. Elle prescrit les injections anticoagulantes pour moi. Elle me prescrit les chaussettes anticoagulantes, les chaussettes anti-embolie. Elle court elle-même à la pharmacie. Elle appelle le pharmacien qui voulait déjà fermer. Elle lui dit, ne ferme pas, j'ai une patiente qui a besoin de ça urgemment. Elle le fait pour moi, elle revient à 18 h. Elle me remet mes médicaments, mes chaussettes anti-embolie et mon autorisation de voyager. C'est comme ça que je voyage. 7 jours après avoir accouché par césarienne, la plaie est encore ouverte. Je vais au Cameroun, j'enterre ma mère. Et le fait d'avoir enterré ma mère m'a permis de faire mon deuil. Une fois que je suis rentrée, j'étais en paix avec moi-même. Je me suis dit, ok maman, j'ai fait mon boulot. Je t'ai accompagné dignement jusqu'à ta dernière demeure auprès de ton mari. Maintenant, je vais m'occuper des enfants. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé que je serais infirmière dans ma vie. Parce que avant ça, j'avais une licence en biologie et mon ambition, c'était d'être pharmacienne. Mon ambition, c'était d'aller au second cycle et faire biochimie, être pharmacienne. J'avais même déjà entamé le processus pour faire des études de pharmacie. Parce qu'à la base, à l'université de Douala, j'ai fait biochimie. Et c'est cet épisode d'une femme qui m'a marqué, qui a changé ma vie, qui m'a décidé que je dois rendre ce que cette femme a fait à la société. Aujourd'hui, je suis infirmière et je rends la même chose autant que faire se peut. Pour revenir dans le processus d'endeuillement d'une femme qui a accouché et qui a perdu son enfant. Après le processus avec le fœtus, c'est-à-dire le fœtus est déjà parti, soit à la morgue, soit au département de pathologie pour les recherches. Maintenant, nous avons un processus d'accompagnement. On a une boîte comme celle-ci. On a une boîte comme celle-ci. Je vais l'ouvrir devant vous. Ça, c'est une boîte d'exemple. Hein. Je ne pouvais pas, parce que normalement, les vraies boîtes sont encore dans le plastique. On a une boîte comme celle-ci et ce sont des organisations caritatives qui nous donnent ça. C'est-à-dire, c'est une femme qui avait perdu son bébé dans notre hôpital et nous l'avons bien traité. Elle a créé une association caritative pour aider les autres femmes dans la même situation qu'elle. Et elle reçoit des financements et tout, donc elle donne. Ça fait au moins 5 ans qu'elle nous procure ça, notre hôpital. Son association s'appelle Emily Charity, parce qu'elle s'appelle Emily, comme moi. Donc, voilà la boîte, comment ça se présente. C'est très joli, hein. Donc, lorsque la maman a perdu son enfant et qu'elle s'apprête à rentrer à la maison, on va vers elle et on lui donne cette boîte. C'est comme ça que ça se présente. On ouvre la boîte et à l'intérieur, il y a une petite carte avec un petit mot. Un petit mot de réconfort qu'elle va garder. Parce que cette boîte, c'est une boîte de souvenirs. Elle va garder ça. À l'intérieur, regardez. À l'intérieur de la boîte, hein, il y a une autre petite boîte que je ne vais pas ouvrir. Peut-être je peux ouvrir. Il y a une autre petite boîte avec un petit ange en cristal dedans. Voilà. Donc, ça veut dire qu'elle a perdu son petit ange. Donc, elle va garder ce petit ange à côté d'elle dans sa chambre, dans son... n'importe où. Là où ça lui parle, quoi. Donc, son bébé qui est perdu, c'est son petit ange. Dans cette petite boîte, il y a un petit ange en cristal qu'on remet à la maman. Et dans cette boîte aussi, il y a un petit parchemin qui est comme l'acte de naissance du bébé qui est mort.
Donc, elle-même, elle va écrire ce qu'elle veut dedans. Si elle avait déjà trouvé un nom à son bébé, elle va écrire la date de naissance et la date de décès de son bébé. Elle enroule, c'est son petit acte de naissance qu'elle va garder avec elle comme souvenir. À l'intérieur, il y a aussi des graines de fleurs qu'on appelle en anglais Forget Me Not, dont ne m'oublie jamais. Elle va planter, si elle a un jardin ou alors si elle n'a pas de jardin, elle a un pot. Elle plante cette fleur qui s'appelle Forget Me Not, ne m'oublie jamais. Donc elle ne va jamais oublier son bébé avec ça. Elle va arroser cette plante tous les jours, parler à son enfant et voilà. Et donc dans cette petite boîte, il y a aussi des petits nounous, hein. Il y a des petits ours en peluche. Un, si c'est un enfant. Deux, si c'est les jumeaux. Qu'elle va aussi garder avec elle. Et c'est bien fait, hein, c'est très bien fait. Dans cette petite boîte, il y a une bougie qu'elle va allumer. Si elle est croyante, si elle croit en Dieu, si elle est catholique ou je ne sais quoi, elle allume et elle, voilà, elle fait ses prières avec cette petite bougie. Dans cette petite boîte, il y a aussi un petit bouquin avec une histoire d'enfant. Un petit livre avec une histoire d'enfant qu'elle peut lire. Ou si l'enfant avait des frères ou des sœurs, elle peut lire ça avec les frères et les sœurs du bébé qui est mort. Pour leur dire que votre frère ou votre sœur est parti au ciel. Il va s'occuper de vous. Il est avec les anges. Il prend soin de vous au ciel avec les anges. Donc c'est ça. Parce que le deuil, quand vous perdez un enfant, ce n'est pas que la maman. Imaginez un peu, tu as des enfants, tu as l'enfant de 8 ans, 4 ans à la maison, il te voit en scène, maman, je vais accoucher, maman, je vais accoucher, maman va me donner un petit frère, maman va me donner une petite soeur. Et tu reviens de l'hôpital, il n'y a pas le petit frère, il n'y a pas la petite soeur. Même cet enfant est affecté, alors c'est des petits trucs comme ça les aide dans leur imaginaire à se représenter leur frère ou leur soeur qui est parti comme un petit ange. Et dans cette boîte aussi, il y a une enveloppe avec une carte de vœux qu'elle peut rédiger ou que les familles ou même le personnel peut rédiger pour la réconforter, quoi. On écrit des petits mots réconfortants là-dedans. Ça commence par le personnel soignant. Donc les infirmières, l'infirmière qui s'occupait de la dame qui a perdu son bébé va écrire un petit mot de réconfort dedans. Et maintenant, la famille, les amis, tout le monde va écrire un petit mot. Et là, elle va le garder. Voilà. Donc, voilà comment on accompagne. Vous voyez la pensée, le soin qui est pris pour accompagner une femme qui a perdu son enfant. Vous voyez à peu près, parce que chez nous, quand il y a un problème, chez nous, on ne reconnaît pas encore la maladie mentale chez nous. Chez nous, on stigmatise encore la maladie mentale. Or, la maladie mentale vient justement des traumatismes comme ça. Je vous le dis parce que je suis passée par là, pas qu'une fois. J'ai perdu mon bébé, j'avais 20 ans, j'ai fait de la dépression. J'ai perdu mon père par accident, j'ai fait de la dépression. Mon mari était malade, souffrant de cancer. J'ai perdu ma mère en même temps, j'ai fait de la dépression. Si quelqu'un me voyait en route, il allait m'insulter. Que regardez là, elle n'a même pas peigné ses cheveux. Regardez comment elle est, regardez comment elle marche. Elle ne sait même pas laver. Mais quand les gens te voient, ils jugent ton apparence. Mais ils ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur. Pourquoi est-ce que tu te négliges? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas soin de toi? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas soin de ta maison? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas soin de tes enfants? Ce sont des traumatismes comme ça qui causent les maladies mentales. Et à partir de là, j'ai appris à ne jamais juger un être humain. J'ai appris à ne jamais considérer l'être humain sur l'apparence. Je regarde toujours l'être humain dans le cœur, la personne intrinsèque. Ça m'a joué des tours. Je me suis trompée parfois. Ça m'a joué des tours. Vous-même, vous savez que dans ce combat, je suis allée m'allier avec des gens parce que j'essayais de voir la personne intérieure. J'essayais de voir la personne qui vient de perdre sa mère. Mais malheureusement, je me suis associée avec des psychopathes. En même temps, je ne regrette rien parce que quand je fais quelque chose, je le fais avec le cœur. Je le fais avec le cœur. Et donc, quand je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire que quand je regarde l'attitude de Madame Esther
belle qui vient de perdre son enfant. Regardez bien l'interview d'Equinox pour une femme qui vient de perdre son enfant. Cette femme ne m'a pas l'air d'une femme qui est éplorée. Je peux me tromper. Je peux vraiment me tromper. Mais il y a des choses, des signes qui ne mentent pas. Et en tant que personnel soignant, je sais voir la détresse chez un être humain. Je sais ressentir la détresse chez un être humain. Et ce que j'ai vu quand j'ai regardé ce reportage m'a laissé un peu sur ma faim. Mais comme l'histoire était poignante et que je suis mère d'enfant, je me suis dit, nous allons défendre cette femme. Regardez encore bien le visage, l'attitude d'une femme qui vient de perdre son nourrisson. Regardez. Dans des circonstances troubles, Esther Aurélie Belle n'arrête de pleurer de n'avoir pu tenir son nourrisson entre ses bras. Je suis même dépassée, je ne sais même que je suis. Cette histoire me rend depuis un certain moment, je ne dors pas. Rendu dans cette formation sanitaire Alors, le 31 je n'ai pas besoin de vous montrer plus que ça, mais d'après moi, ce visage ne me ressemble pas à un visage d'une maman qui ne dort pas. Quand quelqu'un ne dort pas, il a les yeux boursouflés. Quand quelqu'un n'a pas dormi, les yeux sont gonflés. Cette femme n'a pas les yeux gonflés. Je peux me tromper encore, hein. Je ne détiens pas le monopole de la vérité, mais je fais juste une analyse. Elle n'a pas les yeux de quelqu'un qui a pleuré, qui n'a pas dormi. Quelqu'un qui pleure incessamment, qui ne mange pas, qui ne dort pas, ça se voit à l'immédiat. Dès que vous voyez la personne, vous sentez que cette personne est mal. J'espère que je me trompe encore dans cette analyse-là. Maintenant, lorsqu'on regarde la vidéo d'aujourd'hui, et c'est là où j'ai été vraiment complètement sidérée. Lorsqu'on regarde la vidéo d'aujourd'hui, elle est où là? C'est ça? Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. J'espère que je peux la mettre. Non. Ah, j'ai baissé le volume. Parce que j'avais beaucoup de questions. Regardez bien le visage de cette femme. Moins de 3 jours après avoir perdu son enfant. Parce que je sais ce qu'est devenu le fœtus en question. Je peux que rendre gloire à Dieu et m'arrêter là. Et je dis infiniment merci à tout le staff. Regardez le visage d'une femme. Merci. Regardez le visage d'une femme qui a perdu son bébé il y a moins de 3 jours. Oh, hier, c'était le bébé. Aujourd'hui, c'est devenu le fœtus. Hier, elle demandait justice. Elle criait que justice soit faite, qu'on doit lui remettre son enfant. Aujourd'hui, elle remercie le personnel. Je peux me tromper, mais je ne ressens pas en tant que femme. Je ne ressens pas cette connexion avec cette femme comme une femme qui a perdu son enfant. Je ne la ressens pas. Et j'espère me tromper. Je suis une femme qui a perdu un enfant. Je suis une femme qui soigne des femmes qui perdent leurs enfants. Quand je vois une femme qui est en détresse parce qu'elle vient de perdre son enfant, il y a une connexion émotionnelle qui se fait parce que je ressens cette douleur. Là, je ne l'ai pas ressentie. Je ne ressens pas la douleur de cette femme. Elle peut bien, peut-être comme les gens disent, les plus grandes douleurs sont silencieuses. Peut-être sa douleur est si silencieuse que même l'expression de son visage ne montre pas la douleur. Je ne sais pas. Mais je ne la ressens pas. Je ne ressens pas cette douleur. Maintenant, en ce qui concerne l'histoire même de la perte de cet enfant. La dame nous raconte dans la première vidéo qu'elle était entrée en salle d'accouchement. Elle était avec sa mère, sa belle-mère, non, sa mère, la sœur de son mari et son mari. Donc, il y avait au moins 3 personnes à côté d'elle.
Et elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi on a refusé aux membres de sa famille d'entrer, alors qu'à côté, il y avait une autre femme dont on a laissé la famille entrer. Bon, ça, je ne vais pas discuter ça, parce qu'au Cameroun, tout est possible. Et je rappelle qu'ici en Europe, j'ai fait 3 accouchements, et à tous les accouchements, le père de mon enfant était là. Et quand on me découpait comme ça pour enlever l'enfant, il était là. Avec ma deuxième fille, quand je suis même entrée au bloc opératoire, il était encore à Londres. J'ai appelé pour dire que tu dois être là. On a attendu qu'il arrive avant de m'opérer. On a attendu qu'il arrive avant de m'opérer. Donc, admettons qu'au Cameroun, ça ne se fait pas et que elle a accouché, il n'y avait personne. Je ne comprends pas comment une femme qui accouche, admettons même qu'elle soit tombée dans les vapes, qu'elle ait perdu connaissance. Elle est tombée dans les vapes après avoir accouché. Ou pendant qu'elle accouchait. C'est impossible pendant qu'elle accouchait parce qu'il faut qu'elle soit éveillée pour pousser. Donc elle ne peut pas être tombée dans les vapes pendant qu'elle accouchait. Parce que il faut qu'elle soit éveillée pour pousser. C'est une évacuation. Ce n'est pas elle a poussé. Donc, admettons même qu'elle soit tombée dans les vapes. Comment se fait-il que une femme qui a accouché, on retire tous les produits de son ventre et qu'on aille les jeter sans qu'elle ne les voie? Elle n'a jamais vu qu'est-ce qui est sorti de son ventre. Elle l'a dit dans le reportage qu'elle ne savait même pas si c'était une fille ou un garçon. Elle ne sait pas. Et l'hôpital nous dit que c'est la stagiaire qui allait jeter. J'ai été étudiante, élève infirmière avant d'être pratiquante. Quand tu es élève infirmière, ici en Europe, on a ce qu'on appelle l'assurance. Dans ton université, prends une police d'assurance pour te couvrir dans ta pratique. Parce qu'on reconnaît que tu es encore novice et que tu peux faire une erreur. Donc, il faut une assurance. Bon, je ne sais pas si au Cameroun, ça se fait. Mais en plus de l'assurance, tu vas d'abord faire un training. Donc, on t'entraîne d'abord dans ton lieu de stage. On t'entraîne sur les lois parce que la pratique de la médecine est encadrée par beaucoup de lois. La pratique de la médecine est régie par énormément de lois. Donc, tu dois être à point sur l'aspect légal et juridique de ta pratique. Tu dois être à point sur l'aspect éthique de ta pratique. Parce que là, on parle maintenant d'éthique. En tant qu'être humain, comment tu peux prendre le produit d'une femme et tu vas jeter? Où est ton sens de l'éthique? Où est le sens d'éthique des sages femmes qui étaient dedans? Où est le sens de l'éthique? On nous dit que la stagiaire a pris le produit, elle allait jeter. Quand elle partait jeter, ses encadreurs étaient où? Ses encadreurs étaient où? Ces encadreurs étaient où? Chez nous, ici, quand tu te qualifies pour être infirmière, automatiquement, tu deviens aussi, tu peux former les étudiants. Mais moi, maintenant, je suis dans un processus où j'entame des études pour aller enseigner à l'université, pour former les infirmières de façon académique et professionnelle. Donc, quand tu as un étudiant sous ta responsabilité, tu ne lui confies pas le fœtus d'une femme. Bon sang de bon soir, c'est un enfant, c'est un être humain. Tu vas confier le fœtus d'une femme à une étudiante. Il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas de protocole qui régit cette pratique-là. Il n'y a pas un protocole à respecter. Lorsqu'une femme accouche et que l'enfant meurt, il doit y avoir un protocole. Où est le protocole? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été respecté? Où est le protocole? On dit, oh, on l'a levé de son stage et puis on a suspendu. Non, ça ne suffit pas. C'est trop facile de suspendre l'étudiante et de suspendre les deux autres.
L'hôpital a une responsabilité légale pour la sécurité de ses patients. Déjà, quand tu viens en tant que malade ici, on te demande d'abord, nous avons des... D'ailleurs, il y a même des affiches partout qui disent que cet hôpital est un hôpital qui travaille avec les universités pour entraîner les médecins et les infirmières. Il peut arriver que pendant votre traitement, vous soyez traité par un élève infirmier ou médecin. Mais avant ça, on te demande, s'il y a un étudiant dans la salle, on te demande, nous avons avec nous une étudiante en deuxième année, est-ce que tu es d'accord que cette étudiante soit dans la salle pendant qu'on fait X, Y et Z? Si tu n'es pas confident, tu dis non, je ne veux pas, l'étudiante va sortir. Si tu dis oui, d'accord, mais à condition que vous la suivez, l'étudiante reste. Et maintenant, pendant que tu fais, l'étudiant ne fait pas seul, elle ne prend pas l'initiative du traitement. L'étudiant ne prend pas l'initiative. C'est toi, la personne qualifiée, qui montre à l'étudiant, tu dis comme bon, le produit a été expulsé, ça c'est le placenta, ça c'est le fœtus, voici ce qu'on va faire, tu l'accompagnes, tu lui montres comment ça se fait. Tu ne lui jettes pas tout ça, tu lui dis que va jeter. Donc l'hôpital a une responsabilité légale. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont appelé le ministre de la Santé parce qu'ils savaient que si ce cas va au tribunal, ils allaient payer des millions et des millions et des millions à cette famille. C'est pour ça que l'avocat s'est porté volontaire parce qu'il a flairé le coup. L'avocat s'est porté volontaire parce qu'il savait qu'il ne peut pas perdre ce cas et que c'est un cas juteux. Mais comme la pauvreté a envahi le pays, comme les gens sont démunis, comme les gens sont désespérés, une fois qu'il y a eu l'entretien avec le ministre de la Santé, l'histoire a changé. On est passé de 8 mois à 6 mois de grossesse en une nuit. On est passé de 8 mois à 6 mois de grossesse. On est passé de bébé à fœtus. Et on est passé de l'hôpital doit nous donner le fœtus à « Oh, je remercie le personnel ». À un moment donné, il faut faire, même quand vous trichez même de façon moins flagrante. L'image que cette histoire renvoie du Cameroun à l'étranger, mon Dieu, j'ai même honte de montrer ça à mes camarades, à mes collègues. J'ai honte. Parce que si je montre ça à mes collègues, c'est la catastrophe. L'image que cette histoire, comme vous l'avez traité là, ça renvoie du Cameroun à l'étranger. Vous montrez au monde entier que le trafic de nourrissons, de fœtus, est légal au Cameroun. 2, vous montrez que la vie humaine ne sert à rien, ne compte pas au Cameroun. L'être humain peut être traité comme le bœuf, comme le poulet qu'on a égorgé. Et c'est d'ailleurs pour ça que les francophones, les anglophones se plaignent de nous. Que quand on tue de l'autre côté, nous on est silencieux. Parce que la BIA a tellement paupérisé, lobotomisé le peuple, que l'être humain a la valeur du cafard. L'être humain a la valeur du cafard au Cameroun. Voilà une maman qui a porté une grossesse et qui, 3 jours après, est perchée sur un plateau de télévision, tirée à 4 épingles, en train de sourire et remercier les gens qui ont fait disparaître son enfant. Voilà une femme qui vient de perdre son enfant. Même pas 3 jours. Elle est tirée à 4 épingles. Elle a mis le brillant à lèvres comme moi-ci. Tirée à 4 épingles sur le plateau de télévision en train de remercier. Si je vous fais écouter son avocat aujourd'hui, vous allez comprendre. Parce que son avocat, aujourd'hui sur le plateau d'Equinox, l'attitude de l'avocat ne m'a laissé aucun doute. Je vais vous faire écouter. L'attitude de son avocat, moi j'ai tout compris. Il ne faut pas chercher de midi à 14 h. Hier, sur le plateau d'Equinox, l'avocat disait que my client gave me all the paperwork. My client, I have all the proof. I have all the documents. I give them 24 hours. Hier, sur le plateau d'Equinox, il donnait 24 heures à la Quintini. Il tapait du poing sur la table. Il disait que si la Quintini ne sort pas le corps de cet enfant, cet après-midi-ci, il va déposer la plainte au tribunal. Écoutons le même avocat aujourd'hui. Écoutons-le, hein. Parce que ça, c'est quand même terrible. C'est terrible.
Aujourd'hui, l'avocat est sur la défensive. Aujourd'hui, l'avocat dit que il a insisté pour dire qu'il ne fait que défendre les intérêts de sa cliente, quels que soient ses intérêts. Il ne faisait que répéter que je suis l'avocat de ma cliente et je ne peux que défendre les intérêts de ma cliente, quels que soient ses intérêts. Il insistait pour dire qu'il n'est pas du corps médical, il ne connaît pas. Il insistait pour dire que ce sont les paroles des médecins, ce ne sont pas mes paroles. Donc, il se dédouane de tout et il dit maintenant, aujourd'hui, que quelle que soit la décision, lui, que c'est la décision de sa cliente, ce n'est pas sa décision. Et lui soutient seulement les intérêts de sa cliente. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit rien? Écoutons cet avocat. Esther is the lady. Écoutons cet avocat. Voilà. À des conclusions. La première conclusion, c'est que nous devons savoir que... Là, c'est Manaou Enfin, qui parle. si l'on s'en tient à la version des faits du directeur de l'hôpital à Kentini, qui évoque la thèse d'un avortement tardif, l'opinion ne cesse de s'interroger. Où est donc passé le fœtus de Dame Belle Esther? Et quand la Kentini parle d'avortement tardif, l'avortement tardif, c'est à quel stade de la grossesse? L'avortement a été provoqué par quoi? Est-ce que ça a été provoqué par la dame elle-même à la maison ou ça a été provoqué par l'hôpital? Parce que si cette dame a provoqué l'avortement elle-même, elle est passible d'être condamnée par la loi. L'avortement n'est pas légal au Cameroun. Sauf urgence médicale. En même temps, c'est la dame qui a alerté l'opinion nationale et internationale du fait que son enfant a été volé. Si son enfant n'a pas été volé, elle est passible de poursuite. Elle est aussi passible de poursuite. Écoutons. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez Serge Alain autour et ses invités pour le débrief du journal. Serge Alain. Votre musique à l'œuvre, au dernier rêve pour ça. Oui, donc le liquide fœtal avec tout ce prix. Et je vois que ça fait partie du... C'est une mafia. Si on avait du temps, je vous montre même qu'il y a eu quelque chose dans son... Comme ça, je vais perdre le cours de mes idées dans mon développement. Alors, voilà quelqu'un qui... Oh là là. Oh là là, c'est parti. Un instant, je retrouve ça. Non, c'est pas ça. Vous écoutez. Aïe, 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 j'ai perdu l'élément. Allez, je crois avoir entendu même une affaire d'injection, qu'on devait l'injecter. Ça, écoutez, ça, ce n'est pas sorti ex nihilo. C'est pas sorti de rien. Ce sont des faits. Oui. Sauf que 24 ou 48 heures après, c'est une autre version de l'affaire qu'on nous pose sur la table. Effectivement, il n'y a pas eu de bébé né viable. J'ai dit ce débat, on évacue, on avance. Un bébé qui est au ventre a pu faire comment pour se décomposer à être en pâte, de telle sorte de sortir sans opération. J'ai dit en pâte, au point de traverser l'ovidoire. On vous dit voilà. Que quand il parle du vidoir là, le vidoir c'est un instrument qui sert à se débarrasser des déchets biologiques. Et le vidoir c'est les déchets déjà fins qui traversent. Donc comme il dit là, comment est-ce que le bébé était déjà en pâte? Parce que si le bébé était déjà en pâte, cette femme ne pouvait même pas survivre, elle allait mourir. Vous pensez que les filles meurent en avortant comment? C'est lorsqu'il y a décomposition du fœtus dans l'utérus que les filles meurent. Et ça sent très très mauvais. Ça sent très mauvais. Ça sent le cadavre. Procès verbal, on vous dit ça pesait 900 grammes. C'est ça, c'est Jalin. Au kilo, c'est 900 grammes. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'ils ont pu récupérer le truc, appelons ça truc, parce qu'ils ont aussi appelé conception, produit de conception. Ils ont pu récupérer le truc qui, à mon sens, devait être quelque chose d'homogène, puisqu'ils ont pu
passer à la pesée. Ils ont pu peser ce truc, mais ils ont quand même pu passer, c'est-à-dire mettre dans le seau qu'on puisse vider aussi. Je me pose des questions simples. Mon analyse ne cherche pas à incriminer qui que ce soit. Oui. Mon analyse cherche... Moi, je veux la partie de l'avocat. Ouais. Si ça... Quand ma fille est née... C'est la partie de l'avocat qui me retient encore ici. Ah. Règlement de compte permanent. Famille de Yaya cumulera cet avortement médical comme on a décrit. Voilà. Et malgré le fait que nous n'avons pas vu, mais quelque chose qui est clair et que... Attendez. La demoiselle Esther Bell se concrétise après une concertation tenue à huis clos. Une déclaration qui suscite de nombreuses interrogations. Julienne Berthe-Bisset nous en dit plus dans ce reportage. Au sorti de la réunion de crise à l'hôpital à Kentini de Douala, le ministre de la Santé publique déclare qu'aucun vol de bébé n'a eu lieu dans cette formation sanitaire. Nous avons revisité l'ensemble de son parcours clinique et nous sommes parvenus... Ah, dis donc, Manaouda, laisse-nous ton mensonge là. Moi, je vais écouter l'avocat, dis donc. Le docteur Manaouda Malachi, qui reconnaît le déficit de communication au sein de cette formation sanitaire, annonce la mise sur pied d'une procédure de prise en charge des femmes. Bonsoir à vous, Eric. Bonsoir, Esther Jalin. Rendez-vous demain. En publicité, c'est un hôpital qui est spécial dans l'expulsion d'un produit de conception. C'est la partie de l'avocat. Oh. C'est parce que j'étais encore dans la voiture. J'ai suivi ça dans la voiture. Je n'ai pas eu le temps de prendre la minute. De liquide. Quand on dit déjà pesant. Pesant, 900 grammes à 2 heures. On a regardé tout ce qui a été présenté. Et mon rôle... Voilà, le voilà. C'est lui qui parle là. Attendez, attendez. Voici. Attendez. Pas 36 minutes. Voilà. That is what was said. Attendez. Hey, j'ai attrapé. Davantage le fait écoutons l'avocat. Les autorités sont véritablement pensées pour trouver la solution. Et on dit donc à Dame Belle, prenez votre petit calepin au dernier règle pour savoir comment vous allez compter votre cycle. Mais à demander les dommages, ça c'est autre chose maintenant. Non, je vais organiser un plateau. Il parle de compter le cycle. Écoutons l'avocat. Voilà. Balistan Kamolimen, sur le 5e point de ce procès verbal, il dit il s'ensuivra l'expulsion d'un produit de conception et ses annexes. Pesant. Parce que à l'intuition, on parle de liquide. Quand on dit déjà pesant. Pesant, 900 grammes à 2h45 minutes. Vous qui avez causé avec votre cliente, c'est quoi, ou bien, vous dites qu'on a également interrogé les infirmières lors de cette séance. C'était quoi ce produit de conception et ses annexes? Ça représentait quoi? C'était quoi? Ça renvoyait à quoi? Alan, my client made it very clear that she did not see anything. Non, je parle de celle qui a été appelée devant s'exprimer. Okay. Vous dites que la stagiaire était là. Good. Vous lui avez demandé, on lui a posé la question de savoir c'était quoi ce produit de conception et ses annexes. Qui pesait 900 grammes. Yes, the midwife said when the child was coming, he came in with the placenta and it was scattered. Is their word? It's not my word. Aha! Il dit que la sage-femme a dit que quand l'enfant est venu, il est venu avec le placenta et c'était dispersé. Et il insiste que ce sont leurs mots, ce ne sont pas mes mots. Allons-y, barista. Le lavage des mains de ça. Le gars a lavé les mains, la wash, que je ne suis pas moi responsable. And I'm not a medical doctor to explain. Je ne suis pas un docteur pour vous expliquer. But that is what was said. But there is something I want us to understand. People should not look at my action as if it's a decision that I'm working with government. Aha! Il dit que les gens ne doivent pas regarder ses actions comme s'ils travaillaient avec le gouvernement. Écoutez bien. Écoutez bien. Personne ne lui a parlé du gouvernement. C'est lui-même qui commence à dire que les gens ne doivent pas croire qu'il travaille avec le gouvernement. Voilà ça. Look at the fact that I am acting as a lawyer to a client. And that, yes, and that I protect the interest of that client. And that interest is defined by the client. Voilà, il rappelle que lui, il ne fait que protéger les intérêts de sa cliente. Et que ces intérêts sont définis par sa cliente. Donc, comme pour dire quoi? Comme pour dire que si la cliente a pris l'argent, c'est sa décision à elle. Ce n'est pas lui. Mais lui, il est là seulement pour défendre les intérêts de sa cliente. Donc, on lui donne la parole. On lui demande seulement que, bon,
est-ce que ce que les sages femmes ont dit là, qu'est-ce que tu penses de ça? Il dit que d'ailleurs, ne pensez pas que moi, je travaille avec le gouvernement. Que je suis là seulement pour défendre les intérêts de ma cliente. Le voilà où. If a client tells me that, okay, mate, all what I do is that this is a situation, this is where I think we're heading to. What do you think? I think that if you go this way, this is what you get. If you go this way, this is what you, and then she says, no, I've looked at all these things and this is my position. I cannot go contrary to the desire of my client. Voilà, il dit qu'il ne peut pas aller contre les désirs de sa cliente. Qu'il lui a montré toutes les options. Que si tu fais comme ça, voilà là où ça va aboutir. Tu fais comme ça, voilà là où ça va aboutir. Et qu'elle a fait son choix. Et lui ne peut pas aller à l'encontre de la décision de sa cliente. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que tout ce qui s'est passé là-bas, je lave mes mains, je ne suis pas moi là. C'est elle qui a décidé. Et moi, je suis seulement là pour défendre ses intérêts. Voilà quelqu'un qui hier soir tonnait sur Equinox qu'il donne 24 heures à la Quintini. Avec tous les éléments qu'il a en main. Il est sûr qu'il s'en va au tribunal, il va gagner le cas. Aujourd'hui, il dit que c'est ma cliente. Je lui ai montré toutes les options. C'est elle qui me montre qu'on va. Elle choisit, moi je suis seulement là pour défendre ses intérêts. Et il commence en disant que ne croyez pas que je suis là pour collaborer avec le gouvernement. Mon Dieu, il ne faut pas être sorcier pour lire entre les lignes, dis donc. That is why even when we were talking, she spoke first. She spoke first. Donc je disais, parce que c'est important que j'ai... Il dit que quand ils ont commencé à parler, c'est elle d'abord qui a parlé. Donc il rejette tout ce qui a été décidé sur sa cliente. Et il dit qu'il lui a donné toutes les options. Elle a choisi ce qu'elle voulait choisir. Et lui, il est seulement là pour défendre les intérêts de sa cliente. Et avant de dire ça, il tient à préciser qu'il ne faudrait pas qu'on pense que lui travaille avec le gouvernement. C'est lui qui parlait. Si vous ne comprenez pas, vous voulez encore qu'on vous explique ça comment? Vous voulez encore qu'on vous explique ça comment? Le type a parlé. Il a tout dit. Oui, je disais que ma présence là-bas était comme avocat de cette dame. Et c'est elle qui prend la décision finale. Vous voyez que lorsque c'est elle qui a commencé à parler et on a regardé le fait, n'est-ce pas? On a regardé tout ce qui a été présenté et mon rôle était de la conseiller. Voici, à mon avis, voici des choses à considérer. Maintenant, j'ai dit qu'on va l'accompagner. Il y a des autres mesures à l'accompagner, n'est-ce pas? Et que je vous dis que je n'ai jamais retiré le mot quand je disais que même si c'était quoi, on devait nous restituer. Ça là, on n'en discute même pas. Je reste toujours à cela, mais non, même la le question... verbal le reconnaît. Oui. Mais la question... Montrer... Oui. Mais si ça là n'était pas fait, n'est-ce pas, quelle est la solution? Et je demeure la seule personne comme son conseil de l'écouter et trouver une solution qui l'arrange mieux. Voilà! Est-ce que vous avez entendu ça? Trouver une solution qui l'arrange mieux. Pour une femme qui vient de perdre son enfant, pour une femme qui a gardé la grossesse jusqu'à 8 mois ou 6 mois, je sais quoi, pour une femme qui est en train de pleurer, on cherche la solution qui l'arrange mieux. Et c'est la solution là qu'elle est venue nous présenter avec Manaouda Manaché, le directeur de l'hôpital, et remercier le personnel. Qu'est-ce que vous voulez comprendre d'autre? C'est clair, non? C'est clair. Allez. Si je viens, je ne pas quelque part pour soutenir le gouvernement. Non, j'étais avocat et j'ai travaillé pour l'unique intérêt de mon client et pas même pas des réseaux sociaux. Ok. Alain Christian. Voilà. Donc, en fait, c'était l'intervention de l'avocat que je voulais vous faire écouter. Oui, l'avocat est là pour défendre les intérêts de son client et il a raison de le dire. Mais le fait qu'il insiste là-dessus et qu'il dise, il répète que ce qui a été décidé, c'est ce que sa cliente voulait, vous dit quoi? Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que ce n'est peut-être pas la décision de justice. Ce n'est pas la justice qu'il aurait voulu, mais c'est ce qui arrange sa cliente et lui s'aligne, puisque c'est ce qu'elle a choisi. Il fait son travail. Mais le fait qu'il le dise est révélateur. C'est assez révélateur.
Il a fait son boulot. La femme a choisi de faire un arrangement à l'amiable avec l'hôpital et le ministre de la Santé et lui défend cette décision de sa cliente. Ça peut ne pas être la décision de justice, ça peut ne pas être ce que nous on attendait ou le monde entier attendait, que la justice soit faite, mais c'est la solution qui arrange sa cliente et lui, il soutient cela. On a tout compris, hein? Faut pas être sorcier. Donc les gars, c'était en fait ce que je voulais vous dire. Merci d'avoir été nombreux pour ce live improvisé, comme ça, à la sortie de mon boulot. Il est minuit probablement chez vous. Chez moi, il est 23h17. Je dois ressortir demain matin pour refaire la même chose, aller au travail et m'occuper des patients. Juste pour vous dire que l'affaire de Dame Esther Bell est révélatrice du pourrissement de la société camerounaise en général. La société camerounaise est pourrie. Elle est pourrie. Et nous en avons là encore un exemple patent où la vie humaine n'a plus aucune valeur. Le tissu social est complètement délabré dans notre pays. Et pour ceux qui doutaient de ce que la tâche soit assez ardue, aujourd'hui nous en avons la preuve par 4. Pour changer ce pays, il faudra cravacher, travailler dur. Peut-être nous ne verrons même pas cela. Peut-être nos enfants bénéficieront. Mais ce cas m'a encore renforcé dans ma détermination à vouloir m'équiper de tous les atouts possibles intellectuels, de tous les atouts professionnels, afin que le jour dit que nous puissions les mettre au service de notre pays. Parce que ce qui s'est passé sur le plan éthique, sur le plan communication, sur le plan médical, c'est une honte. C'est une honte pour le Cameroun. C'est une honte. Voilà, donc le trafic de bébés vient d'être légalisé au Cameroun. Donc dorénavant, puisque les gens sont de plus en plus pauvres, qu'est-ce que les jeunes filles vont faire? Elles vont tomber enceintes et elles vont aller à l'hôpital vendre leur fœtus. Elles vont tomber enceintes et elles iront à l'hôpital vendre le fœtus. Voilà ça qu'ils ont légalisé. Je comprends que nous tous, parce qu'on a pris cette cause à bras le corps, qu'on soit un tout petit peu sonnés, hein, ça je vais vous le dire, on est tous sonnés. Mais après, on se relève, hein, on ne va pas rester par terre. On se relève et on se dit, s'il fallait encore une autre preuve de ce que le pays va mal, eh bien voilà, en voilà une de plus. Donc, on retrousse les manches les gars et on se remet au boulot. La tâche est très très dure, très 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 dure. Et Biya ne nous aide pas parce qu'il a vraiment appauvri, affamé le peuple au point où les Camerounais sont déjà... Ils vendent même déjà leurs enfants, ils vendent leur chair. Les Camerounais vendent déjà leur propre progéniture. Tellement la pauvreté a atteint un niveau que les gens vendent déjà leur propre progéniture. Donc du coup, l'enquête judiciaire, la commission d'enquête montée par le gouverneur n'a plus aucun sens. Puisque aujourd'hui, la dame dit que non, tout va bien, tout ça va, c'est bon. Elle a déjà fait son deuil. Elle a fait son deuil en une nuit. Hier soir, elle pleurait l'enfant. Ce matin, le deuil est déjà fait et elle remercie toutes les autorités. La commission d'enquête qu'on montait hier là, c'était pourquoi? En tout cas. Donc les gars, c'était ça. Je vous remercie et j'espère qu'un jour, dans notre pays, on pourra aussi traiter des fœtus comme ça. Et on pourra traiter des mamans qui ont perdu leur enfant comme ça. L'être humain aura une valeur. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Et on continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.